Ressortissants, ouais, avec nous ici en Côte d'Ivoire, et puis à tous nos frères et sœurs, ouais, de la diaspora, tous les amis du groupe Info Gagna, merci de nous suivre tous les jours sur notre émission intitulée Et si on en parlait. Pour ce plateau, nous recevons Maître Siawe Alexis, attaché des services judiciaires. Il faut dire que Maître Siawe Alexis est cadre et digne fils de la région du Cavali, du département de Bleu-le-Quin, de la sous-préfecture de Doké et du village Blédiguéa. Maître, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Nous y sommes avec Maître Siawe Alexis pour aborder deux sujets très importants, la question du foncier et puis la question des jeunes en détention qui ont été pris dans le département de Bleu-le-Quin. La question du foncier se pose tant dans la région du Guémon, tout comme dans la région du Cavali. Nous allons aborder ce sujet avec Maître Siawe Alexis, qui est d'ailleurs bien placé du fait qu'il est dans l'appareil judiciaire. Maître Siawe, nous avons laissé quelques minutes pour vous adresser encore à tous ces ressortissants qui nous regardent vos salutations. Merci bien, Info Gagna. Je suis effectivement Siawe Alexis. Je suis originaire du département de Bleu-le-Quin, dans la région du Cavali, au village de Blédiguéa, dans la sous-préfecture de Doké. Précédemment, je fais en service au tribunal de première instance de Daloa. Maintenant, je suis en formation à l'Institut national de formation judiciaire à Abidjan. Très bien. Attaché des services judiciaires. Et ça, c'est une fierté pour le parce que c'est pour monter encore des grades. Voilà. Merci bien, maître. Allez-y. Je suis sur ce plateau, dans un premier temps, pour remercier le groupe Info Gagna qui, de jour et de nuit, travaille mains et pieds pour apporter l'information du peuple web partout dans le monde. Et aussi saluer le digne peuple web qui aujourd'hui est en train de travailler à faire en sorte qu'il y ait une solidarité, une interdépendance dans toutes les régions, dans tous les villages, dans tous les hameaux de nos deux régions. C'est en cela que je salue le peuple web et principalement le groupe Info Gagna. Merci bien, maître. Comme je l'ai dit, avec vous, nous allons aborder la question du foncier et la question des jeunes en détention. Nous revenons au premier volet, la question du foncier. Alors, à ce niveau, maître, la question du foncier est véritablement un problème dans la région du Guémon comme dans la région du Cavali. Alors, la première question qu'on peut poser, est-ce qu'on peut vendre la terre? La terre ne se vend pas. La terre ne se vend pas. Et si elle devrait être vendue, il y a des conditions qu'il faut respecter. Justement, à ce niveau, si la terre ne se vend pas et qu'il y a des conditions qu'il faut remplir pour vendre la terre, quelles sont ces conditions, maître? Alors, au titre de la loi numéro 80 du 1750 du 23 décembre 1998, cette loi a demandé que les terres soient immatriculées, que les propriétaires, ceux qui exercent des droits coutumiers sur des terres, puissent passer de l'exercice simple des droits coutumiers à la propriété par la détention de titres de propriété. C'est-à-dire d'abord le certificat foncier et ensuite le titre foncier. L'article 1er de cette loi dit que ne peut être propriétaire que celui qui est ivoirien. Ne peut être propriétaire, ne peut demander le titre foncier que celui qui a la nationalité ivoirienne. Ce qui veut dire qu'un ressortissant d'un pays tiers ne peut pas être propriétaire de la terre. Et quand il a la nationalité ivoirienne? Oui, mais s'il a la nationalité ivoirienne, il est ivoirien. Il est ivoirien. On dit celui qui a la nationalité ivoirienne. Donc s'il a la nationalité ivoirienne, il est ivoirien, il peut être propriétaire. Et une fois que soit tu es ivoirien, soit tu as la nationalité ivoirienne, mais pour acquérir maintenant cette terre, comme l'avait dit, il faut être en possession de deux documents. Oui, d'abord, l'article 8 de cette loi que je viens de citer dit que le constat d'existence continue et paisible de droits coutumiers donne lieu à délivrance par l'autorité administrative d'un certificat foncier collectif ou individuel permettant d'ouvrir la couverture de la population. Alors, sur la base de cette loi, la propriété
d'abord, en l'absence de la loi, s'acquiert ou se justifie par l'exercice des droits coutumiers sur la parcelle de terre. Il faut exercer des droits coutumiers. Et exercer des droits coutumiers, ça suppose qu'on y réside, on y a des propriétés, on y a par exemple une plantation, des bâtisses. Voilà. On est établi. On est établi. Donc, c'est au vu de l'exercice de ces droits coutumiers qu'on peut dire qu'on est propriétaire. Et c'est à partir de cet instant qu'on peut demander à avoir la propriété, c'est-à-dire à avoir le certificat foncier. C'est ça. Mais aujourd'hui, le constat est très amer. 90%, je dirais même les 99% des terres dans les régions où aujourd'hui sont aux mains des étrangers. Comme quoi, ces terres ont été déjà vendues sans toutefois subir ces procédures que vous venez de dire. Oui. Bon, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, on ne peut pas vendre ce qui n'existe pas. On ne peut pas vendre ce qui n'existe pas. Une terre qui n'est pas immatriculée, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Donc, on ne peut pas vendre ce qui n'existe pas. Et sur ces bases-là, les ventes qui ont été opérées sans la présence de cette pièce, le certificat foncier, c'est des ventes qui sont nulles et de nullité absolue. C'est des ventes qui sont nulles et de nullité absolue. D'abord, d'ailleurs, je vais vous faire lire un article de la loi 64 380 du 7 octobre 1960 relative aux donations, non pas cette loi, excusez-moi, la loi numéro 64 c'est la loi numéro 70 209 du 20 mars 1970 en son article 8 qui dispose tous les actes attribués au livre foncier, y compris ceux portant sur les transactions relatives à des plantations, doivent être dressés par devant notaire. Sont assimilés aux actes notariés les actes émanant des tribunaux et de l'administration des domaines. Tout fait, convention, sentence ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d'en changer le titulaire ou les conditions d'existence doivent, en vue de leur inscription, être constatées par acte authentique sous peine de nullité absolue. Qu'est-ce que cela dit? Cela dit, pour expliquer terre à terre, toute vente de terre, toute vente immobilière doit être faite devant notaire. Et la vente doit être constatée par un acte authentique, c'est-à-dire c'est le notaire qui peut valider la vente. Mais une terre qui n'est pas immatriculée, c'est sur la base de quoi le notaire va la valider. Alors que les ventes qui se passent aujourd'hui dans nos régions, on va au champ, l'acheteur, on lui montre une parcelle, ici c'est pour moi, on fait, je reconnais avoir vendu, et puis bon, tiens, tu as la copie, j'ai l'original, et puis bon, on a fini de vendre, on s'en va. C'est nul. C'est nul. Oui, mais maître, le problème qui se pose là, nous lisons un des arrêtés du préfet de Bleulequin qui dit en son article 2, et je lis ce qui est ici, on dit que il est interdit jusqu'à nouvelle ordre toute vente de parcelles dans les forêts villageoises et notamment dans les cantons Bao, Niao Sud, Niao Nord. Il est également interdit toute transaction relative aux ventes de forêts villageoises dans les cantons précités. Article 2. Quant aux forêts classées, les personnes qui y pénètrent seront purement et simplement expulsées conformément à la réglementation en vigueur. Article 3. Toute personne prise en violation de ces mesures sera poursuivie devant les tribunaux. Le présent arrêté, voilà. Alors aujourd'hui, la quasi-totalité des forêts, des terres sont aux mains de ceux qui n'ont pas les documents que vous venez de citer aujourd'hui. Et puis le constat est réel. Alors, est-ce que là, il y a risque de prison pour ces derniers? Est-ce qu'il y a risque de prison même pour ceux qui ont vendu ça sans ces papiers? Oui, nous sommes en matière civile. Et donc,
le risque de prison, c'est le dernier rempart. Quand on aura épongé toute la matière civile, c'est là que peut survenir le risque de prison. Le risque, c'est que ces ventes sont purement et simplement nulles et de nullité absolue. Alors, monsieur le préfet, le sous-préfet, en prenant cet arrêté, a tenu compte de la loi de 98, puisque une terre qui n'est pas immatriculée ne peut pas faire l'objet de vente. C'est au regard de cette prescription légale que le sous-préfet a estimé qu'il fallait prendre un arrêté pour freiner ces ventes qui étaient en train d'être opérées dans le département. Voilà. Et ces ventes continuent jusqu'à présent. Ces ventes continuent, mais il appartient aux personnes qui seront préjudiciées de saisir les tribunaux pour que ces ventes soient annulées plus de simple. Je prends un exemple. La terre, chez nous, en pays où la terre appartient forcément à une famille. Et ce qui est constaté, c'est que c'est dans la famille, un tiers qui est dans la famille, il fait une transaction, il vend, sans que les autres ne soient informés. Mais il suffit qu'un seul se lève et qu'il demande annulation de cette vente, elle sera annulée. D'abord, c'est un bien individu. On est dans l'indivision, donc un bien individu ne peut pas faire l'objet de vente tant qu'il n'a pas été fait, il n'a pas été procédé à la division du bien, au partage de ce bien entre ceux qui sont dans l'indivision. Donc, si un seul se lève et ça va couper une portion pour la vente, cette vente-là, elle est nulle et de nullité absolue à partir du moment où, d'abord, la terre-là qu'il a vendue n'est pas immatriculée, il n'a pas un certificat foncier lui donnant la qualité de propriété des propriétaires. Ça, c'est un. Deuxièmement, le bien qu'il a vendu, la terre qu'il a vendue, elle est dans l'indivision. Donc, par ce principe-là, il ne peut pas lui seul se lever pour la vendre. Voilà. Et maintenant qu'il a vendu, cette vente est nulle et non avenue. Et donc, comme le dit, un membre de la famille peut porter une plainte pour récupérer la terre qui a été déjà vendue. Oui, un membre de la famille peut porter plainte pour récupérer la terre qui a été vendue. Pour récupérer la terre. Ici, la loi sur la succession. Chez nous, généralement, on est propriétaire parce que le grand-père, l'arrière-grand-père ou les aïeux ont vécu sur la parcelle qu'on revendique. Et donc, c'est par succession. C'est par succession. Et la succession, dans la succession, il n'y a pas de primogéniture. C'est-à-dire, on ne peut pas dire tel enfant ne peut pas hériter, c'est tel autre qui a la priorité d'hériter. Comme c'est une femme, elle ne peut pas hériter, c'est l'homme qui peut hériter, ou bien c'est l'aîné qui peut hériter. Il n'y a pas de primogéniture. À partir du moment où on est enfant, arrière-enfant, arrière-petit-fils, ou petit-fils du propriétaire ou de celui qui a exercé des droits coutumiers sur la parcelle, en cause, on est propriétaire. On est propriétaire. Mais maintenant, maître, aujourd'hui, un autre problème se pose. L'État de Côte d'Ivoire a donné un délai à ce que tous les propriétaires de terres se dotent de ces deux documents. Et quand ce délai sera arrivé et passé, l'État devient propriétaire de ces terres. Qu'en est-il véritablement de ce décret? Oui, moi j'ai dit, et c'est une appréciation personnelle, c'est une volonté des autorités de ne pas permettre à ceux qui exercent des droits coutumiers sur des terres de consolider leurs droits par l'acquisition du certificat foncier. Par le simple fait qu'aujourd'hui, pour avoir le certificat foncier, il faut d'abord, il y a des experts qui ont été commis, qui sont dans les régions, mais l'expert, il demande pour l'ouverture du dossier la somme de 400 000 francs pour l'ouverture simplement du dossier.
Et pour 1 hectare de forêt à délimiter, le requérant doit débourser la somme de 30 000 francs. Ça, c'est au niveau de l'expert, du géomètre expert. Après le géomètre expert, il y a les services de l'agriculture qui doivent faire l'enquête agricole, ce qu'on appelle l'enquête agricole. Et les services de l'agriculture aussi, là-bas, il faut payer des frais. 3 000 francs à l'hectare. Supposons une famille qui doit immatriculer 100 hectares. 30 000 francs à l'hectare, 100 hectares, imaginez ce qu'ils doivent débourser. Et au niveau de l'agriculture, 3 000 francs à l'hectare, imaginez ce qu'ils doivent débourser. Sans parler des frais annexes. Sans parler des frais annexes. Donc, il y a aujourd'hui l'immatriculation ou la procédure d'acquisition du certificat foncier est si chère que les parents ne peuvent pas l'avoir. Et si vous vérifiez, dans les départements, dans nos 2 régions, et dans tous les départements de ces 2 régions, Guémont et Cavali, aucun n'a de certificat foncier. Ou celui qui peut l'avoir est un cadre, soit qui a les moyens, qui vit ici en ville et qui a sa portion de terre qu'il a voulu faire immatriculer pour la. Donc, il y a ce problème-là. Il y a ce problème. Donc, pour moi, c'est une volonté politique de faire en sorte que les terres ne soient pas immatriculées. Mais le délai, c'est 2023. 2023, si les terres ne sont pas immatriculées, selon la loi de 98, portant pôle foncier rural, ces terres-là passent à l'État. Et si ces terres passent à l'État, ceux qui ont acquis ces terres, ceux qui pour l'instant exercent la propriété par le fait qu'ils l'ont acheté, alors que nous voulons, nous disons que ces ventes-là sont nulles. Mais si on dit que ces ventes sont nulles, en 2003 on n'est plus propriétaire, en quoi on peut demander la nullité de ces ventes à partir du moment où on n'a plus de qualité au regard de l'article 3 du Code de procédure civile? Justement, mais maître, le problème qui se pose encore, non seulement c'est beaucoup cher, pour pouvoir acquérir ces papiers, et nous pensons que l'État n'a pas pris aussi des mesures d'accompagnement pour permettre quand même à tous ces villageois de facilement rentrer en possession de ces papiers. Et jusque-là, rien n'est fait. Nous allons heureusement vers 2023 et ils vont perdre leur terre. Mais est-ce que c'est convenable, c'est concevable que des personnes qui sont propriétaires de leur propre terre puissent faire des papiers pour les avoir au cas où ils puissent les perdre? Est-ce que ça se vit dans d'autres régions, ce genre de cas? Oui, mais c'est-à-dire, au regard de cette loi, d'abord, on ne peut pas parler de propriété. On ne peut pas parler de propriété. On parle d'exercice des droits coutumiers simplement. On parle d'exercice des droits coutumiers. On dit, celui qui exerce des droits coutumiers sur cette terre peut demander l'acquisition du certificat foncier à partir d'une enquête officielle qui sera menée. Ça veut dire qu'on n'est pas encore propriétaire par le seul fait qu'on exerce des droits coutumiers. On est seulement sur une terre qui appartient à l'État. C'est l'État, par principe, c'est l'État qui est propriétaire des terres. Justement, mais l'État a les moyens. Pourquoi l'État ne réfléchissait pas, compte tenu du fait qu'aujourd'hui la pauvreté financière sévit dans nos villages? Pourquoi l'État ne dégage pas lui-même les moyens pour pouvoir pour pouvoir octroyer à tous les villageois leur certificat foncier, titre foncier et qu'on soit devenir directement propriétaire? Pourquoi l'État n'a pas réfléchi à ça et l'État a préféré prendre le chemin le plus difficile pour nos parents? Alors, il y a, selon moi, mais je ne vais pas rentrer dans les politiques, mais il y a une volonté politique de ne pas donner la propriété des terres de à ceux qui y exercent des droits coutumiers.
conforme aux traditions, comme le stipule cette loi. Parce que dans la loi civile, dans le code civil, l'exercice pour être propriétaire, d'abord, il y a 3 conditions. Exercer des droits coutumiers, c'est-à-dire être établi de façon continue et paisible, c'est-à-dire de façon continue, c'est-à-dire on est là depuis plusieurs années, de façon paisible, c'est-à-dire on est là, on n'a jamais été inquiété, personne n'est venu une fois pour nous dire non, là où vous êtes là, c'est pas pour vous, c'est pour tel, de façon continue et paisible, de façon constante, continue et paisible. Et donc, on est propriétaire par ces 3 conditions que je viens de citer. Mais cette propriété-là, pour être matérialisée, c'est-à-dire pour être reconnue au regard de la loi, il faut l'acquisition du certificat foncier. Mais la procédure devrait être financée par l'État à partir du moment où c'est excessivement cher. Le simple paysan ne peut pas s'offrir le luxe de s'établir un certificat foncier. Même 1 hectare, il va débourser des millions. Même pour immatriculer 1 hectare, au regard de ce que je viens de citer tout à l'heure, pour ouvrir seulement le dossier avec l'expert, le géomètre expert, il faut 400 000 francs pour ouvrir le dossier. On n'est même pas encore à l'enquête officielle. Tout ça. Donc, pour immatriculer seulement 1 hectare, il faut millions. Mais c'est quel paysan aujourd'hui qui peut s'offrir le luxe de payer cet argent pour immatriculer sa terre? Donc l'État, en principe, l'État devait prendre en compte cette opération. Ça devait être une opération pilotée par l'État, financée par l'État. On dit qu'en 2023, les terres qui ne seront pas immatriculées passent aux mains de l'État. Ce qui suppose que celui qui a pu acquérir, celui qui a payé sous sein privé, c'est-à-dire on va sur le sol de village, je reconnais avoir vendu celui qui a acheté sous sein privé, à partir du moment où les terres passent désormais aux mains de l'État, lui, il a la possibilité de demander le certificat foncier. Alors donc, dans ce cas, maître, aujourd'hui, la situation est réelle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer à l'État afin que l'État revise cette procédure? Alors, c'est simple. Que l'État finance l'opération. Que ce soit une opération financée par l'État. L'acquisition, c'est-à-dire l'enquête officielle pour l'attribution de propriété des terres à ceux qui y exercent des droits coutumiers conformes aux traditions depuis plusieurs années. Cette opération-là doit être pilotée, financée par l'État. Si on la laisse, si on demande au requérant lui-même de la financer, ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible. D'ailleurs, la loi est prise depuis 1998. 98, nous sommes en 2018. Ça fait combien d'années? Ça fait 20 ans. Pratiquement. Ça fait 20 ans. Mais combien, aujourd'hui, en 20 ans, combien de paysans ont pu immatriculer leur terre? Combien de paysans ont pu avoir le certificat foncier? J'en doute. J'en doute. Parce que d'abord, il y a un blocage au niveau de l'administration territoriale. De l'ouverture du dossier, il y a un blocage au niveau de l'administration territoriale. Et quel est ce blocage? Bon, je ne peux pas rentrer dans les polémiques. Très bien. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui peut expliquer ce blocage. C'est seule l'administration qui peut expliquer. Merci bien, maître. Nous tendons à la fin de notre émission. Nous revenons à la deuxième préoccupation, la détention des jeunes issus du département de Bleulequin. Un fait s'est passé dans le département de Bleulequin à la suite de
d'un jeune Oué abattu par un gendarme. Le gendarme a été par la suite tué par la population. Aujourd'hui, des jeunes gens ont été arrêtés dans le département de Bléléquin. Qu'en est-il véritablement de ce fait qui s'est passé? Pourquoi ils ont été arrêtés, maître? Bon, je voudrais d'abord déplorer les faits qui se sont passés à Bléléquin. L'assassinat du jeune Oué, du jeune motariste Oué, et l'assassinat du jeune gendarme. De part et d'autre, il faut déplorer. Parce que c'est un crime qui est commis de part et d'autre. Mais en même temps que je déplore, je voudrais aussi, vu que le problème a pris une allure, il a une allure nationale, il faut le résoudre en tenant compte de la conjoncture actuelle, de la conjoncture politique actuelle, en étant plus souple. Mais le constat, c'est que si vous avez regardé les images, ceux qui ont tué, je ne dis pas qu'ils sont dans leurs droits, mais celui qui a commis un fait doit être condamné pour le fait qu'il a commis. Celui qui a commis une infraction, il doit être poursuivi pour l'infraction qu'il a commise. Alors, c'est une infraction qui a été commise et par une moindre infraction, c'est un meurtre commis sur la personne d'un gendarme en service. Je ne dis pas que ce fait, on ne peut pas l'apprécier, mais il y a quand même des abus. Il y a quand même des abus dans les arrestations. Comment les arrestations se sont procédées? Tous ceux qui sont aujourd'hui arrêtés l'ont été pas sur la base d'une enquête menée, mais à l'issue d'un rap général. Et on fait des visites domiciliaires la nuit, 23 h, souvent minuit, même à 4 h du matin, ce qui n'est pas conforme aux prescriptions du Code de procédure pénale. Les perquisitions ne peuvent pas se faire à minuit. Il ne peut pas faire de perquisition à minuit. Du point de vue de la loi, ça ne se fait pas. Mais ça a été une situation d'exception qui a été acceptée et sur laquelle des avocats ont fermé les yeux. Mais je n'accuse personne. Mais je demande seulement que ceux qui sont innocents dans cette affaire-là, qu'on les mette en liberté. Ceux qui sont innocents, qu'on les mette en liberté. Ils sont pleins qui sont innocents. Qui dis-je? Il y a un jeune homme qui est venu il a fait des achats à Bléléquin, qui y a passé la nuit, et c'est dans la même nuit qu'il y a eu le rap général. Et c'est à l'issue, c'est à cette issue-là qu'il a été arrêté. Et il a été embarqué en détention à Taloa. Heureusement que ce jeune-là, récemment, il a été mis en liberté il n'y a pas 2 semaines. Alors, maître, 50 personnes, comme on l'a dit, ont été prises pendant cette opération de rafle général et ils ont été conduits à la maison d'arrêt. Des personnes, des leaders de jeunesse, dans leur volonté de demander à l'État une compassion pour pouvoir libérer tous ces frères et sœurs qui ont été conduits à la maison d'arrêt, ont organisé une séance de pardon. Ils se sont même mis à genoux devant les autorités ivoiriennes pour demander pardon pour que le chef de l'État puisse utiliser quand même son pouvoir présidentiel afin de libérer les 50 personnes. Alors comment vous voyez cette action du point de vue juridique? Alors moi, j'ai fustigé ce comportement. Parce que dans le principe, la détention, dans la loi, on dit la liberté, c'est le principe, la détention est l'exception. La liberté est le principe, la détention est l'exception.
Et tout prévenu qui est arrêté et déféré devant les tribunaux bénéficie de la présomption d'innocence. Bénéficie de la présomption d'innocence. Jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie à l'issue de l'instruction qui est menée. Mais les juges ont été arrêtés, déférés devant les juges d'instruction, et on organise une cérémonie pour dire qu'ils sont coupables ou qu'on demande pardon. Mais qu'est-ce qu'on fait de la présomption d'innocence? Qu'est-ce qu'on fait de la présomption d'innocence? C'est pas, on ne peut pas présumer que les 50 jeunes qui ont été déférés là sont coupables des faits qu'on leur reproche. Parce qu'en le faisant, on met à la face de la nation, du monde entier, que ces jeunes-là, ils sont effectivement coupables des faits qui leur sont reprochés et que pour ce fait-là, on demande pardon. Mais si on demande pardon, ça veut dire qu'on les culpabilise. Et si on les culpabilise, la loi va s'appliquer dans toute sa rigueur. Tout à fait, mais certains leaders disent que ce n'était pas pour eux dans ce contexte-là. Ils l'ont fait parce que justement, en matière de jugement, ils peuvent rester là-bas en prison pendant 20 ans, 30 ans, sans même qu'on ne s'intéresse à eux, pour pouvoir les juger, les libérer rapidement. Donc, pour presser les choses, c'est pour cette raison qu'ils ont réagi ainsi, ouais, parce que leurs familles sont soumises. Mais en agissant ainsi, en tenant ce langage pour faire ce qui a été fait, c'est fustiger la justice ivoirienne, c'est porter un coup à la justice ivoirienne. Quand on dit ils peuvent rester en prison pendant des années sans être jugés, c'est une façon de dire que la justice ivoirienne fait des détentions arbitraires, les détenus de façon arbitraire. Mais si on fait confiance à la justice, on ne peut que suivre la procédure d'instruction pour voir qui est coupable, qui ne l'est pas. C'est quand on détermine la culpabilité ou la non-culpabilité qu'on peut dire, bon, comme il est prouvé que tel est coupable et tel autre n'est pas coupable, on demande pour ceux qui ne sont pas coupables, qu'ils soient purement et simplement mis en liberté. Pour ceux qui sont coupables, que des mesures que le tribunal prenne, leur accorde des circonstances atténuantes. Ouais, on peut leur accorder des circonstances atténuantes puisqu'ils ont voulu agir parce que le gendarme en question avait porté atteinte à la vie d'un de leurs. Donc on peut demander que leur soit accordé des circonstances atténuantes après l'instruction. Mais aller jusqu'à se mettre en genoux avant même que la justice ne se prononce pour demander pardon qu'on les libère, c'est déjà les condamner. Oui, mais quelle est la suite? Justement, quelle est la suite? Mais la suite, c'est que après leur acte, 9 autres ont été arrêtés et déférés à Dalois. C'est-à-dire sur les 50, il y a eu 9 autres déférés. Ça faisait 59. Et après les 9, il y a eu 3 autres déférés. Ça faisait 62. Vous comprenez? Maintenant, quelle est la portée de l'acte qui a été posé sur la place publique? Sur la place publique, si on continue d'arrêter des jeunes. C'est pourquoi moi j'ai dit, je n'ai pas compris, je ne dis pas que l'acte qui a été posé n'est pas bon, mais je dis c'est pas le moment n'est pas opportun. Le moment n'est pas opportun. Parce qu'en le posant au moment où on est en début d'instruction, on met en doute la présomption d'innocence des jeunes qui ont été déférés. Alors que c'est un principe fondamental en droit, la présomption d'innocence. Tout prévenu déféré devant le tribunal bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à ce que le tribunal établisse sa culpabilité. Mais la culpabilité n'est pas établie. Comment on peut aller dire on a mal agi, on demande pardon? Ah non. Tous les 50 n'ont pas mal agi. Ah non. Mais qu'est-ce même il faut que l'instruction prouve
que parmi les 50 qui ont été arrêtés, les coupables, ceux qui ont commis ces actes-là, sont effectivement parmi les 50. Ils peuvent ne pas être parmi les 50. Ils peuvent ne pas être parmi les 50. C'était un rafle général. Puisqu'ils n'ont pas été pris sur les faits. C'est une semaine plus tard qu'on est venu les rafler. Que la gendarmerie a organisé un rafle général au cours duquel les 50 jeunes ont été arrêtés. Donc, ils n'ont pas un prévenu qui n'a pas été pris sur les faits. C'est-à-dire, il n'est pas pris en flagrant délit. Donc, il faut prouver que celui qu'on a pris là, c'est lui effectivement qui a commis le fait. Il faut le prouver. Mais on ne l'a pas encore prouvé. On dit, bon, ceux qu'on a arrêtés là, on s'en va demander pardon, ce qu'ils ont fait là, c'est pas bon, nous on se met à dire, nous on demande pardon. Mais est-ce que leur culpabilité est prouvée? La preuve, on continue d'arrêter. Ce qui suppose peut-être que parmi ceux qu'on a arrêtés là, ne figurent pas ceux qui ont effectivement commis les faits. C'est pourquoi d'ailleurs on continue d'enquêter et d'arrêter d'autres personnes. Est-ce qu'à ce jour, il y a des personnes aussi qui ont été libérées déjà? Oui, il y a déjà 6 qui ont été libérés. Il y a déjà 6 qui ont été libérés. C'est-à-dire qu'après instruction, ils sont coupables de... Pas parce que le pardon a été demandé. Pas parce que les gens se sont mis à genoux, mais parce que leur innocence a été prouvée. Et ils sont beaucoup comme ça, mais comme l'instruction, c'est par étapes. Moi, j'ai été greffier d'instruction, donc je connais un peu comment ça se passe. Je ne vais pas vous dire ainsi comment ça se passe, puisque l'instruction, elle relève, elle est secrète. L'instruction est secrète, on ne peut pas dire c'est comme ça se passe, on fait ceci, on fait cela. Mais en instruction, on détermine si la personne est coupable ou elle n'est pas coupable. Si elle n'est pas coupable, il n'y a pas lieu de l'envoyer en jugement. On peut déjà lui accorder ce qu'on appelle la liberté provisoire, qui n'est pas une liberté définitive. On peut lui accorder la liberté provisoire parce que le juge d'instruction ne juge pas. Lui, il met l'information pour établir la culpabilité. Mais il peut dire tel est coupable et puis au jugement, le tribunal va estimer que le juge d'instruction a mal mené l'instruction, que la personne qu'elle a estimée être coupable ne l'est pas, mais elle est innocente. Alors, maître, un gendarme a froidement abattu un ouais, c'est une personne, c'est un individu, c'est une personne qui a été froidement abattue. Alors, est-ce que ces gens d'actes-là, que dit la loi? Ben, dans la loi, le gendarme a commis un homicide. Je ne veux pas dire un homicide involontaire, puisque on peut parler d'homicide involontaire si l'acte a été commis involontairement. Mais il a pris son arme sur lui et il a tiré à bout portant sur un individu qu'il a identifié. Donc, c'est un homicide commis volontairement. Justement, et dans ce cas d'espèce, est-ce que il peut avoir dédommagement? Ce n'est pas il peut y avoir, mais il y a dédommagement si c'est demandé. Si la famille ou l'époux de celui qui a été assassiné se constitue partie civile et demande réparation, on va lui accorder. Très bien. Alors maintenant, nous sommes en fin de notre émission. Quel est le message que vous pouvez lancer justement par rapport au titre foncier? Et puis le message que vous pouvez lancer par rapport à la détention de ces jeunes? Quelle est la conduite à tenir par rapport justement à cette première conduite qui a eu lieu, qui est déplorée aujourd'hui par la justice? Alors quel est le conseil que vous pouvez donner dans ces deux cas? Le premier cas, concernant le foncier, je voudrais demander à tous ceux et toutes celles qui procèdent de façon illicite à des transactions de terre, à la vente illicite de terre, d'arrêter. Parce que nous sommes en train de réfléchir, et nous avons fini de réfléchir, et nous allons procéder
à l'annulation pure et simple de toutes les ventes qui ont été opérées dans ces régions. Nous allons procéder par principe. Nous disons que ces ventes sont nulles et de nullité absolue au regard de la loi. Au regard de la loi. Et donc, nous allons faire usage de la loi pour annuler toutes ces ventes-là, pour que ces terres reviennent à ceux qui exerçaient des droits coutumiers sur elles et qui devraient en principe être déclarés propriétaires par l'acquisition de certificats fonciers. Aussi, il y a le problème le plus récurrent chez le web, c'est le problème de la succession. Vous pouvez voir dans une famille, il y a une dame dans la famille, la dame elle est mariée dans une autre famille, et le problème de terre se pose, elle vient voir ses frères de famille, bon, je veux qu'on procède au partage de notre forêt, moi je vais avoir ma parcelle. Mais il arrive, et c'est récurrent, on dit à la dame, non, tu n'as pas, tu es une femme, tu ne peux pas être propriétaire de terre ici, tu vas dans la famille de ton mari. Et ça, j'en ai vécu beaucoup. Va dans la famille de ton mari, tu ne peux pas venir ici et te réclamer propriétaire de terre. C'est pas possible. Ah non. Au regard de la loi, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de primogéniture dans la succession. À partir du moment où la dame qui vient réclamer sa part d'héritage, elle est fille du juste, elle est fille ou petite fille de celui qui a été propriétaire de la terre, elle vient en succession, elle peut demander. Elle peut demander à être propriétaire. Elle est propriétaire, pas elle peut demander, mais elle est propriétaire au même titre que les autres. Donc le bien foncier, qui est le bien familial, la dame, c'est-à-dire les dames qui sont de la famille, mais qui sont mariées ailleurs, sont aussi propriétaires. Très bien. Ok, donc maître, nous sommes maintenant au conseil pour le deuxième volet. Pour le second volet, concernant la détention des jeunes, je voudrais que les uns et les autres, il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux, mais un problème de justice, on ne l'étale pas. On ne l'étale pas. L'instruction, elle est secrète. L'instruction, elle est secrète. On ne l'étale pas. Mais il faut aller aux informations pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a été arrêtée? Qu'est-ce qui lui est reproché? Il faut aller aux informations. Mais les gens sont assis à Abidjan ici, d'autres sont à l'extérieur, et ils balancent des choses sur les réseaux sociaux, sans même chercher à s'informer comment les jeunes sont détenus. Qu'est-ce qui est reproché à chacun d'eux? Parce que les infractions qui leur sont reprochées ne sont pas les mêmes. Il y a certains qui sont détenus pour les faits d'assassinat. D'autres sont détenus pour les faits de détention d'armes à feu et de munitions. D'autres sont détenus pour troubles à l'ordre public. D'autres sont détenus pour incendie volontaire. Donc, les infractions sont distribuées. Toutes ces infractions ne sont pas encore établies. Voilà. Je veux dire, il n'a pas encore dit que tel et tel est véritablement coupable. Je veux dire, ils sont poursuivis pour ces faits, mais il faut qu'on établisse la culpabilité. C'est ça. Voilà. Pour l'instant, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Du moins, ils ne sont pas encore jugés et condamnés. Donc, je voudrais que ceux qui ont leurs parents, leurs frères, qui sont ressortissants du département, de la région du Cavalier, du Guémont, au lieu de faire des polémiques, de se faire des invectives sur Facebook, il est mieux qu'ils s'informent. Il est mieux qu'ils s'informent pour savoir comment orienter leurs actions. Et quand tu n'es pas informé, comment tu peux orienter tes actions? Mais le drame, c'est qu'ils ne s'informent pas. Et quand on intervient pour leur demander ou pour condamner un temps soit peu leurs actions qu'on juge quelquefois nuisibles, ils se mettent dans tout leur nerf
et il nous lance des invectives. Merci bien, maître. Comme je l'ai dit, nous sommes à la fin de notre émission. Une jeune dame a été tuée à Bangolo. Maître, vous avez été informé de ce cas. Oui. Alors, quelle est votre réaction? C'est des faits qui sont déplorables. C'est des faits qui sont déplorables. L'information que j'ai, c'est que la jeune fille a été assassinée par son conjoint qui lui aurait extrait, après l'accomplissement de son forfait, son sang, et qui serait allé déclarer son acte à la gendarmerie. Bon, est-ce un crime rituel? Je me pose la question. Mais ce que moi je reproche à nos frères, c'est de faire trop de largesse. Au sud, nous vivons ici au sud, à Abidjan, à Zopé, à Lépé, dans les villes du sud. Pourquoi on n'a pas ces problèmes et que c'est chez nous là-bas à l'ouest qu'on a ces problèmes? Trop de largesse, l'hospitalité a trop dépassé, c'est bon. Il ne dit pas pourquoi nous sommes hospitaliers. Mais nous gardons un mutisme coupable devant des faits qui se déroulent au jour le jour. Et quand ça s'aggrave, c'est là qu'on vient pleurer. Ah voilà, ils ont commis ça. Mais on a vu venir. On va venir, on garde le mutisme. Il faut prévenir que guérir. Il faut prévenir que guérir. Merci bien, maître. Alors, c'est sur ces belles notes, maître, que nous allons nous séparer sur ce plateau. Au revoir à tous ces ressortissants qui vous ont écouté au départ et qui vous ont suivi jusqu'à la fin. Un au revoir. Alors, je voudrais dire grand merci à Info Gagna qui m'a fait l'honneur de m'inviter sur son plateau pour exposer. Je remercie le digne peuple web qui aujourd'hui est en train de faire en sorte que tous les départements, toutes les régions, tous les villages, toutes les villes soient en harmonie, qu'il y ait une interdépendance entre nos différentes populations. Je suis heureux. J'ai été à la cérémonie d'anniversaire de Info Gagna et j'ai vu à cette cérémonie-là toutes les tendances étaient présentes. De tout le bleu jusqu'à Fakobli, Quibli. Tout le peuple était présent. Cela suppose, cela présume de ce qu'aujourd'hui les se sont mis ensemble. Mais si on s'est mis ensemble, nous devons nous donner un objectif: défendre nos intérêts. Défendre nos intérêts. Et comment les défendre? Il faut les défendre juridiquement. La loi nous donne la possibilité. Il nous suffit de demander l'application de la loi va s'appliquer. Merci bien, maître. Alors, comme maître l'a dit, il faut que nous nous rassemblions, il faut que nous nous mettions ensemble pour une seule cause, la défense de nos intérêts, la défense des intérêts du peuple. Et si on a parlé, cette belle émission a reçu sur son plateau maître Siawe Alexis, qui est attaché des services judiciaires. Avec maître Siawe Alexis, nous avons abordé deux sujets, la question du foncier et la question des jeunes en détention issus du département de Bleu-le-Quai. Nous vous disons merci de nous avoir suivis sur ce plateau et puis nous sommes à la prochaine.